Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans la meilleure émission féminine et féministe de Westrack Radio, Le Chant des Sirènes. Une 88e émission ce soir, nous parlerons féminisme, œuvres cultes, Europe, musique et bien d'autres choses. Depuis 88 émissions, on se retrouve un lundi sur deux pendant 1 heure entre sirènes et autres êtres marins pour parler d'actualités féministes, de sujets féminins, donner la parole et mettre en lumière les femmes et hommes qui œuvrent pour l'égalité, qui luttent contre les violences faites aux femmes et qui font avancer la grande cause du siècle. Oui, enfin, c'est moi qui décidé que c'était la grande cause du siècle. Quelques années après le mouvement #MeToo, on est toujours là à tenir le micro, à faire entendre la voix des femmes sur Westrack Radio, à parler à micro ouvert et toujours en musique avec une sélection musicale toujours bien soignée, faite par notre sirène en chef, Marie. Et pas que. Et là, ce soir, je vous ai réservé des petites pépites. Là, j'étais pas peu fière. Ma petite playlist a piqué des hannetons. Voilà, donc forcément, voilà, ce soir, Marie est autour de la table et nous a préparé une sélection musicale pas piquée des hannetons. Voilà. Je pense que tu as 88 ans, à peu près le nombre d'émissions depuis lequel on est là. C'est vrai. En âge de chat, bien sûr. C'est ça. Tiffen est avec nous aussi, bien évidemment, notre réalisatrice, animatrice, comique. Comique. Ouais. D'accord. Ouais, et bonjour, enchantée. Bonjour. Voilà, on est en petit comité, mais ce soir, on reçoit une invitée dont on va vous parler dans quelques minutes. Donc, comme d'habitude, dans un pêle-mêle où les sujets se superposent, tels des écailles scintillantes, on parlera bien évidemment actualité, mais surtout œuvres cultes. Œuvres cultes féministes, parce que depuis qu'on tient les micros du Chant des Sirènes, on partage très régulièrement des coups de cœur en matière d'art, de littérature, de cinéma, de musique. Et on est revenu plusieurs fois sur des œuvres, des artistes qui nous semblaient cultes, des coups de cœur, des incontournables qui ont aidé à construire la culture féministe ou à construire notre propre culture féministe, qui ont aidé à faire avancer les choses, à interroger. Et bien, plutôt que de décortiquer nos 88 émissions, je vous propose une solution clé en main, messieurs, mesdames, un peu à la Bellemare. C'est notre invitée qui va nous en parler, parce que ce soir, on accueille Anne-Laure Pinault. Anne-Laure Pinault qui est journaliste pigiste qui participe au podcast Quoi de Meuf, que nous avons cité des centaines de fois ici en exemple. Ouais, elle est là. Elle est là. Ouais, tout à fait. Ouais, Quoi de Meuf est là. Et qui a participé à l'édition du génial 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe, sorti cette année aux éditions Marabout. Bonsoir Anne-Laure. Hello. Bienvenue. Bonjour les sirènes. Bienvenue chez nous. Voilà, on est très contente de te recevoir. Alors oui, Quoi de Meuf pour nous, c'est un podcast qui est très important dans la culture féministe et voilà, forcément on a toujours fait beaucoup de parallèles avec ce podcast. En gros, nous, on abordait les sujets de façon très transversale et légère. Et puis pour plus de contenu, voilà, on renvoie vers Quoi de Meuf. On sait être légère aussi. Oui, tout à fait. Non, mais très légère. Ouais. Mais bon, on est loin. On n'est pas là pour petite. C'est ça, on n'est pas là pour se comparer, mais bon, quand même, on n'est pas à votre niveau. On est complémentaires. Exactement. On est là, c'est ça qui compte en fait. C'est le principe. Donc, avant de faire connaissance avec toi, et de nous plonger dans cette sélection d'œuvres cultes, on va s'échauffer les nageoires et on va faire un point sur les actualités. Donc Marie, outre une sélection musicale pas piquée des hannetons, tu nous as J'adore ces expressions. Sélectionné quelques actualités. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Erin May Quad, qui était candidate démocrate au Sénat du Minnesota. Et en plein discours de campagne, elle a commencé à avoir des contractions, en fait. Elle était évidemment enceinte. Des contractions de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Bref, elle allait accoucher, quoi. Et elle était en train de parler devant 200 personnes. Donc la candidate, elle a évidemment dû interrompre sa prise de parole en pleine convention finale de son parti et courir à la maternité pour accoucher. Elle a également dû se retirer de la course, en fait, malgré ces circonstances. Voilà, on peut pas savoir exactement à quelle heure, quel jour on va accoucher. Donc elle s'est retirée de la course. Le Parti démocrate a refusé de reporter l'élection et elle devait pouvoir débattre. Elle devait pouvoir débattre avec son adversaire et être présente lors du vote pour pouvoir y prétendre, quoi. Donc un discours interrompu par la douleur des contractions.
Elle avait pourtant fait la demande préalable à un rendez-vous à l'hôpital qui était fixé le soir même, mais tant les contractions étaient rapprochées, elle n'a pas pu tenir, quoi, on la comprend. Son directeur de campagne avait alors signalé l'état de la candidate afin que le débat soit décalé, mais sans succès. Donc elle a passé la journée à s'isoler tous les quarts d'heure pour essayer de gérer ses contractions et tout. La jeune femme avait par ailleurs lancé une campagne de dons pour lui permettre de prendre 1 mois de congé maternité sans avoir à interrompre sa campagne à la naissance de son enfant. Bon, alors son adversaire, du coup, sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on la voit à bout de souffle, s'interrompre dans son discours à cause de la douleur. En signe de soutien, les gens présents applaudissent quand même, mais aucun ne semble prendre conscience de l'injustice qu'Erin May Quad est en train de vivre. Son adversaire, Justin Emmerich, n'a pas retiré sa candidature, ce qui aurait permis de reporter l'élection malgré le refus de l'organisation. Donc voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Les femmes en politique, c'est encore compliqué. Bah oui, surtout que c'est le travail d'une vie d'arriver à un moment comme ça, d'une candidature, d'un débat. C'est ça. Puis là, c'est un peu cas de force majeure quand même. Enfin, je sais pas. Et en plus, lui, son adversaire, il va bientôt être papa aussi. Mais tu vois, il aurait pu se dire, par solidarité, je me retire et puis on refait les élections un peu plus tard. Mais non, c'était pas possible. Voilà, tandis qu'en France, il y a des entreprises qui proposent à leurs employés le congé menstruel. Donc c'est une idée qui fait doucement son chemin dans le monde du travail. De plus en plus d'entreprises réfléchissent à mettre en place un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. En France, ce dispositif a été initié pour la première fois l'an dernier par une entreprise de Montpellier et elle est désormais imitée depuis 2 mois par une start-up toulounaise, l'entreprise Louis à la Beige, à côté de Toulouse, qui conçoit des produits, conçoit et produit des meubles de bureau en bois pour les entreprises, permet depuis le 8 mars 2022 à ses employés de bénéficier d'une journée de congé par mois en cas de règles douloureuses. Et oui, notamment parce qu'il y a dans leur équipe une menuisière qui avait des gros problèmes vraiment au moment de ces règles, qui avait vraiment des gros problèmes de santé. Et c'est de là qu'il y a une personne dans la société qui a proposé cette idée-là. Et les gérants ont suivi, ont donné carte blanche à la personne qui avait proposé ça. Et ça s'est fait collectivement en plus. C'est ça, c'est dans un... Et ils se demandaient pourquoi personne n'y avait pensé avant aussi. Parce que c'est vrai c'est vrai que même nous les premiers, on n'y a pas pensé avant. Non, c'est vrai. Chapeau Louis. Ouais. J'ai une autre news, mais je te passe. Oui, je vais juste rebondir sur le côté femme dans le milieu politique. Oui, tu rebondis bien, Caro. Ça se voit pas à l'antenne, mais je peux vous dire qu'elle rebondit bien. Avec du coup Karine Jean-Pierre qui arrive en tant que première femme noire et première femme lesbienne porte-parole du coup de la Maison Blanche. Elle prend son poste le 13 mai prochain. Et cette Karine Jean-Pierre, c'est pas n'importe qui non plus, puisque elle a été notamment directrice de campagne régionale de Barack Obama ou encore de l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris. Donc voilà, elle est engagée vraiment dans la vie politique depuis sa sortie d'université. En gros, aujourd'hui, elle a 44 ans et elle suit toujours ce parcours et pour le coup, elle réussit bien, puisque première femme noire et première femme lesbienne. Du coup, à la Maison Blanche, à ce poste en tout cas. Elle a un peu de boulot qui va l'attendre aux États-Unis là, sur la question du droit à l'avortement. Oui, d'ailleurs, parlons-en. Parlons-en. Oui. Là, ces derniers jours, il y a une. J'ai oublié le nom du site Politico, voilà, tout à fait. Une information qui est sortie sur le site de Politico aux États-Unis qui a fuité, tout à fait, sur un projet d'arrêt qui pourrait renverser une jurisprudence qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse. Alors je n'ai pas suffisamment creusé la question, je suis pas spécialiste de la chose. Alors si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Voilà, on sait que si en tout cas cet arrêté est adopté, ça renverra les États-Unis 50 ans en arrière, à une époque où chaque État était libre d'autoriser l'IVG ou de l'interdire. Et donc on sait très bien que dans certains États, la question elle sera vite répondue. Ouais, ils sont pas très chauds. Ouais, c'est surtout les États de la Bible Belt, les États du Sud qui vont être concernés. Il y a quelques années, j'avais fait un reportage en Floride sur un truc atroce qui existe, c'est les fausses cliniques d'avortement. C'est-à-dire que les pro-life font des cliniques en face des vraies cliniques et donc les meufs se trompent, vont dans les fausses cliniques et là elles sont collées dans une chaise et on leur montre des vidéos atroces donc de fœtus qui se font couper en morceaux vivants, enfin des trucs immondes. Le but c'est donc de les récupérer
Et je me rappelle que j'avais rencontré un médecin qui pratiquait des avortements depuis très longtemps. Il faisait partie des 3 derniers en Floride à le faire. Et il disait il avait les larmes aux yeux. Il disait, mais comment vont faire mes patientes ? Déjà, il y en a certaines qui m'appellent en Louisiane, en Caroline du Sud, parce qu'elles savent pas quoi faire. Elles disent, je suis dans ma cuisine. J'ai le tiroir de ma cuisine ouvert, qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ça ? Et donc, je pense à toutes ces personnes dans ces territoires-là, ça va être l'enfer. Ce qui est inquiétant, c'est dans des États, dans des pays comme les États-Unis, ou même si on sait qu'en effet, voilà, il y a quand même des États très progressiste. Très progressiste, d'arriver encore aujourd'hui à remettre en question ce droit-là, c'est quand même un peu effrayant. Ouais, ça fait peur. Ouais. Je vous rappelle aussi que on parle des États-Unis, mais en Europe, il y a encore aussi certains pays où c'est compliqué. Malte, ça reste un crime qui peut expédier femmes et médecins en prison. C'est Pologne. Très limité en Pologne, quasiment impraticable en Italie. Bref, il y a aussi des pays... Et d'ailleurs, là, en Pologne, en ce moment, il y a des réfugiés ukrainiennes qui ne peuvent pas avorter de leur violeur, en fait, parce qu'elles sont réfugiées en Pologne. Donc, c'est juste à nos portes, quoi. T'as raison. C'est ça. Donc, comme disait Simone de Beauvoir, le droit des femmes, toujours remis en question au moment de crise économique, politique, etc. etc. Caro, alors j'enchaîne moi avec une petite news un peu plus fun, tu vois, parce que là c'est Marie-Josée Pérec qui a 53 ans, qui a été sans transition. Bah oui, non, mais là, non, mais c'est bien. Mais peut-être tu voulais rebondir. Non, Caro, pas du avant. tout. Non, j'ai pas. Qui a été intronisée nouvelle légende du sport au Musée national du sport vendredi dernier à Nice. La triple championne olympique, donc elle avait quand même gagné le 400 mètres en 92, le 200 mètres et le 400 mètres en 1996. Rejoint Michel Platini dans ce Hall of Fame au Panthéon du sport français, inauguré en 2019. Je sais pas si vous vous rappelez, elle avait déclaré particulièrement émue lors des Jeux de Barcelone et d'Atlanta, après avoir reçu le trophée des mains de Stéphane Diagana, l'ancien champion du monde de 400 mètres haies en 1987. Vous pouvez rêver grand, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est quand même cool pour les jeunes filles qui ont besoin aussi de représentativité et de se voir, elles aussi peuvent le faire. Vincent Duluc, grand reporter à l'équipe et président du conseil d'administration du Musée national du sport, a souligné un choix évident, celui de la plus grande championne française de tous les temps. Voilà. En plus de ses 3 titres olympiques, Marie-Josée Pérec a notamment été sacrée 2 fois championne du monde sur le tour de piste à Tokyo en 1991 et à Göteborg en 95. C'est ce parcours riche que j'ai envie de transmettre à la nouvelle génération, explique la nouvelle légende du sport, particulièrement impliquée dans le programme Ambition 2024 qui rassemble une 50aine de jeunes athlètes de moins de 25 ans à l'initiative de la Fédération française d'athlétisme. Donc c'est plutôt chouette. Elle le mérite bien. Moi j'aurais mis Jeannie Longo aussi. J'aime bien Jeannie Longo. Amélie Mauresmo. Ouais, aussi. Plus récente, c'est vrai. Ouais. Mais Amélie Mauresmo, on en a beaucoup parlé. Jeannie Longo, ça a un peu toujours été la... T'as raison. Eh ben, on fera une petite chronique sur Jeannie Longo. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. J'aime bien Jeannie Longo. Et Yvette Horner, quand même, tous ses tours de France. C'est clair. Voilà, à vous les studios. Merci Marie pour ta sélection d'actualité. En effet, il s'est passé encore beaucoup de choses ces dernières semaines, ces derniers jours. Eh bien, on va faire une petite pause musicale, il est temps. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ce soir ? On a hâte d'entendre. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec l'Autriche, mais tous les groupes que je découvre et que j'adore sont autrichiens. Okay. Alors là, c'est un feu groupe parce qu'en fait, ils viennent d'arrêter il y a pas longtemps, de splitter, d'arrêter ce groupe qui s'appelait Gospel Dating Service. Donc c'est 3 musiciens de trip-hop soul un peu de Vienne. Voilà, ils ont fait après 8 ans de production d'albums, une production d'EP et de nombreux concerts à travers l'Europe. Ils ont décidé de prendre un temps et de s'écarter du projet Gospel Dating Service pour naviguer dans leur vie vers de nouvelles directions. Donc voilà, ils ont plusieurs projets solo en cours, mais voilà. On va écouter un morceau de ouf qui s'appelle Red de Gospel Dating Service. On s'en dit des nouvelles juste après.
Vous êtes toujours sur le Chant des Sirènes sur West Track Radio et on vient d'écouter Red de Gospel Dating Service, une petite sélection musicale de Marie. Merci Marie. Je vous en prie. Un groupe autrichien, on en écoutera d'autres ce soir ? Tout à fait. Ok, très bien, on a hâte. Donc ce soir, nous allons parler d'œuvres cultes. On a abordé un petit peu les actualités, ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'actualité féministe et féminine autour du monde. Et ce soir, on a invité à nos micros Anne-Laure Pinault, qui est journaliste, membre du collectif qui réalise le podcast Quoi de Meuf, dont on a parlé tout à l'heure, un podcast qu'on suit pas mal nous en tant que femmes féministes, un podcast qui est produit par Nouvelles Écoutes. Donc rapidement, Quoi de Meuf, c'est un podcast donc féministe, intersectionnel, qui parle de pop culture, c'est le fil conducteur, qui est né en 2017 de façon concomitante au mouvement MeToo. Donc c'est une discussion à chaque fois à 2 voix, des émissions à peu près de 45 minutes avec des formats plus courts également, qui abordent des sujets variés. Alors si je prends que les derniers sujets, les présidentielles, la série Drôle de Fanny Herrero, l'album Motomami de Rosalia, les Gali, une société matriarcale, j'en passe. Il y a plus de presque 180 émissions je crois. Et donc si vous vous êtes déjà questionné un jour sur le féminisme, avez fait des recherches, cherché à en savoir plus, vous êtes forcément tombé sur Quoi de Meuf. C'est un des podcasts incontournables dans la petite sphère féministe. Une référence, tout à fait. Et donc aux commandes de ce podcast, il y a Clémentine Gallo, la co-créatrice de la newsletter du même nom. Et à ses côtés, donc tour à tour, on va retrouver plusieurs protagonistes. Donc Emeline Amétis, journaliste animée par les questions relatives au genre, à la race et à la classe. Donc Anne-Laure Pinault, notre invitée ce soir, journaliste spécialiste des questions LGBT. Pauline Verdusier, journaliste obsédée par les sexualités. Et Kauta Archi, chercheur en sociologie qui travaille sur les rapports de pouvoir qui façonnent les mondes de l'art et de la culture. Et en ce moment, on a aussi Rachel Gara-Valsarel, qui est journaliste à 20 minutes en politique. Donc un éventail très large. Oui. Ouais, un éventail très large. C'est ça qui est très intéressant dans l'aventure Quoi de Meuf. Et du coup, justement, Anne-Laure, comment t'es arrivée, toi, dans cette aventure ? Eh bien, il faut croire que le milieu du journalisme féministe est minuscule, mais ça, on le savait un petit peu. Donc, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Clémentine Gallo qui m'a dit « Je pense qu'il faut qu'on boive un café ». Et on a bu ce café, on habitait dans la même ville, à Montreuil à l'époque. Maintenant, je suis à Vraise, fière de l'être. Et elle m'a dit « Vas-y, viens faire un podcast avec moi, ça va être trop cool ». Et moi, j'avais jamais fait de podcast de ma vie. Je savais, j'en écoutais évidemment pas mal, mais jamais j'avais pensé me retrouver de l'autre côté du micro. Et donc j'ai dit oui, et voilà, ça fait 4 ans. On est toutes arrivées comme ça, hein. Jamais on pensait être derrière un micro, et puis finalement on a dit oui, et puis ça fait 5 ans. Ouais, mais on n'est pas journaliste de profession. Non, on n'est pas journaliste, du coup, on est animatrice. Oui, après, par exemple, Pauline Verdusier, ma camarade, elle est très radio depuis toujours. Ouais. C'est quelqu'un qui a ça chevillé au corps, quoi. Elle se trimballe avec son petit micro un peu partout en France, voire même en Europe. Donc, on a toutes des profils un peu différents, et je pense que c'est ce qui est cool aussi. C'est ça qui fait la force de ce podcast, ouais. Donc toi, du coup, justement, tu es journaliste de métier. Ouais. Et donc, tu veux dire que tu t'es spécialisée assez rapidement sur les questions LGBT ? Alors, en fait, à la base, moi, j'ai pas journaliste de formation. J'ai fait lettres classiques, latin, grec, aucun rapport. Et je me suis retrouvée chez Cosette à l'époque où le journal commençait. C'était mon journal préféré. Bah oui. Et voilà, une de mes patronnes dans une maison d'édition où je faisais un stage m'a dit tu nous as fait découvrir le journal, je t'ai trouvé un stage là-bas. Génial. Et donc je suis arrivée, c'était en 2011, le journal était pas trop connu à l'époque. Et donc j'étais là quand il a explosé. Ouais. Dans tous les sens du terme, parce que ça s'est mal terminé. mais voilà, c'est là où j'ai fait mes classes, et donc directement mes classes en tant que journaliste féministe. Donc je pense que ça a changé beaucoup de choses. Ça aurait peut-être été différent si j'avais commencé chez Rustica, quoique peut-être pas. Et LGBT en fait, parce que au tout départ, on m'avait dit vite fait, le journalisme doit être objectif, pas situé, tout ça. Faut faire un effort là-dessus.
Et en fait, je pense que depuis que j'ai commencé ce métier-là, la réflexion sur la profession a beaucoup changé. Et aujourd'hui, le journalisme situé, c'est quelque chose qui est important. Je pense que les lecteurs et les lectrices aussi ont besoin de ça et ça donne confiance en fait, je pense. Contrairement à ce que pensent les élites, à savoir les hommes blancs et cis hétéros qui veulent garder leur siège bien ancré dans les rédactions. Et voilà, donc aujourd'hui je dis que je suis journaliste spécialiste des questions LGBTI et féministe parce que ça fait partie de moi et parce que c'est avec ça que je travaille. Non, mais en effet, c'est vrai que les envies, je pense, des lecteurs et encore plus ces dernières années ont changé et qu'on n'a plus envie d'un journalisme plat et avec beaucoup de distance et c'est encore une fois des médias comme Cosette. Même si voilà la fin de Cosette a connu une évolution un peu particulière, mais en tout cas Cosette, Quoi de Meuf, plein d'autres médias. La Déferlante, j'appartiens au comité de rédaction de La Déferlante. Je vous conseille de vous abonner, c'est trop cool. D'ailleurs, c'est une sorte de podcast ou c'est une newsletter? C'est une revue féministe que vous trouvez en librairie. Par exemple, on peut le trouver à la Galerne. Et le thème du prochain numéro, ce sera le rire féministe. Y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Et voilà. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on rigole pas. Hein. Non, et c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'aime pas rire de nous-mêmes, mais il faut faire gaffe. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, tu es impliquée dans d'autres médias parce que donc aujourd'hui, tu as un statut plutôt indépendante ou tu travailles pour plusieurs médias. J'ai choisi l'indépendance parce qu'on peut choisir les sujets pour lesquels on travaille et les rédactions pour lesquelles on travaille. Et j'appartiens au collectif YouPress, qui est un collectif de journalistes engagés. On a travaillé ensemble, par exemple, sur le viol comme arme de guerre il y a quelques années. Donc, on avait été sur plein de terrains pour documenter cette horreur, ce système. Et là, on est sur un autre projet qui va bientôt sortir du bois. Et je peux pas trop en parler pour l'instant, mais voilà, on est principalement des meufs, mais il y a aussi quelques garçons qui sont avec nous et qui sont avec nous de A à Z. Et donc voilà, sinon je travaille pour Libération, je travaille pour Télérama, pour Les Inrocks, Marie-Claire. À chaque fois plutôt sur des sujets féministes ou pas forcément? Des fois ça dépend aussi. Non, vraiment, c'est des sujets qui me plaisent. Donc par exemple, là j'ai fait un sujet sur les news en latin sur Internet. Un autre sur le camping paradis de Utah Beach. Puisqu'il y a un camping paradis comme la série à Utah Beach. Génial. Voilà, donc vraiment, ça part dans toutes les directions, mais le point commun, c'est des sujets qui me plaisent. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. C'est là où on parle le mieux des choses quand ça nous plaît. Ouais, je pense. Et donc, tu disais, tu as été contactée pour intégrer l'équipe Quoi de Meuf. Et qu'est-ce qui t'a tout de suite parlé? En quoi tu t'es retrouvée justement derrière un micro qui a priori n'était pas forcément fait pour toi? Ce qui me plaisait, c'était le côté pas prise de tête. Et on est ensemble, on discute de sujets et d'inspirations qui ont fait qu'on est féministe et qu'on se dit féministe. Et on n'est pas là pour faire des leçons. On n'est pas là pour faire un programme d'apprentissage du féminisme accéléré. C'est vraiment... On est tranquille et parfois on oublie des références, parfois on va pas au fond des choses, mais en fait on attend des auditrices qu'elles complètent ce qu'on fait, et j'aime cette posture d'humilité, et surtout j'ai appris avec le temps que c'est une vraie communauté Quoi de Meuf, et que chacune enrichit le podcast, et ça c'est ce que j'avais vécu à Cosette, et c'est ce que je recherche vraiment dans mon métier, qu'on soit tous ensemble à écrire un article, à écrire un podcast, à l'enrichir. Je pense que c'est plus cool comme ça. Ouais, c'est marrant ce que tu dis de l'envie du plaisir de se retrouver sans donner de leçons, sans vouloir être exhaustif. C'est ce qui nous anime. C'est un peu de là où on est parti aussi à la base. Sinon on fait une thèse. Personne la lit, mais on fait une thèse. On survole les choses, mais au moins on les aborde et on se dit qu'on apporte. On donne envie aussi. On espère donner envie on essaie d'avoir des références, mais des fois approximatives et pas toujours très bien travaillées. Mais alors je vais vous dire, les sirènes, étant donné que je suis une sirène arrivée en cours de brasse, et vous m'avez permis de me poser des questions sur plein de sujets et d'éveiller ma curiosité sur plein de choses. Donc on va pleurer. Mais ce soir on va pleurer encore.
Non, parce qu'on pleure souvent ici. Il y a quelques émissions, c'était un peu nos icônes, mais vraiment dans notre vie privée. On avait beaucoup parlé de nos mamans, etc. Et je crois qu'on avait toutes chialé à la fin de l'émission, mais c'était hyper cool. En tout cas, voilà, nous ce qu'on sait, c'est Marie qui nous avait proposé, on vous raconte l'histoire ce soir finalement du chant des sirènes. Non, mais quand Marie nous avait proposé l'aventure il y a quelques années, personne n'avait jamais fait de radio, personne n'avait, on n'avait pas même forcément toutes d'être consciente d'être féministe, mais l'idée de se retrouver entre nanas autour d'une table dans une radio qui se créait, parce qu'à l'époque Westrack Radio se créait dans une radio où on voyait bien que de toute façon il n'y aurait pas de femmes. Moi je sais, c'est ce qui m'a motivée. Oui, il n'y avait pas d'autres émissions qui traitaient du sujet, puis il n'y avait pas d'envie qui était... On se dit, allez, vas-y, on y va, on prend le micro, puis on va rigoler, et puis ça fait quelques années qu'on rigole. Mais bref, pour revenir à à nos moutons, oui, par rapport à ton parcours et à l'arrivée dans Quoi de Meuf, je m'interrogeais, alors c'est pas par rapport à Quoi de Meuf en particulier qu'on aime beaucoup aujourd'hui ici, mais c'est pour faire un parallèle aussi par rapport au livre que vous avez sorti. Je me demandais comment vous faites justement cette sélection sur les sujets que vous avez envie d'aborder au sein du podcast, puis on en viendra après au sein de l'ouvrage que vous avez sorti. Eh bien, jusqu'à très récemment, c'était le why. C'est-à-dire que juste, on avait un groupe Facebook et on disait, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, sur WhatsApp, etc., etc. Et de temps en temps, on faisait une réunion, je sais pas, une fois par saison, où on se disait, il faudrait faire ce sujet. Et ça, c'était pour les sujets longs, parce qu'il y a le podcast, il y a des sujets longs et des sujets courts qui sont plutôt liés à des objets culturels. Et donc sur les sujets longs, on avait des questions qu'on voulait aborder, et puis ça sortait au fur et à mesure de la saison. Et là, on a décidé de s'organiser un peu mieux, nous et nos productrices, qui sont super cool. Et donc on fait une réunion toutes les 2 semaines. Ah oui. Qui dure 20 minutes. Et donc dans cette réunion, on se dit... on regarde déjà, parce qu'il faut quand même un peu coller à l'actu, surtout pour les cours. On regarde ce qui sort, ce qui va sortir, ce qu'on commence à regarder. Par exemple, on va voir les previews d'une série qui va sortir dans 3 mois. On va pouvoir prévoir d'en parler à ce moment-là, faire attention à ce que ça colle au niveau de l'actu. Et pour les sujets... qui nous importe. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un sujet sur la ruralité qui m'importait parce que je viens d'un tout petit village. Et donc ça faisait 2 ans que je voulais le faire. J'ai fait un sujet sur le handicap aussi. Ça aussi, ça m'importait parce que ma mère est en situation de handicap. Ça aussi, ça faisait depuis le début que j'étais entrée au podcast où on voulait le faire avec Clémentine. Et on a pu le faire que il y a quelques... Ouais, t'as une petite valise de sujets en fait qui sont toujours là prêts à servir. Voilà. Ce que je propose, c'est que on vous tient en haleine un petit peu ce soir. On va donc on accueille Anne Lorpino qui est là, qui est là pour nous parler d'un super ouvrage qui est sorti qui s'appelle les 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Et on va en parler juste après une petite pause musicale. Marie, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, un savoureux groupe rock psyché à la sauce latino-orientale. Oula. Los Bichos. C'est Sarah, Nick, Joséphine et Agustina qui viennent de Londres, mais leurs origines diverses les relient au monde entier. Tout comme leur musique, mélange instrumental de rock et de cumbia péruvienne ou de pop turc. Leur premier album, Let the Festivities Begin, vient juste de sortir, mais la rumeur flatteuse précédait le joyeux quatuor et son mélange instrumental au parfum de western spaghetti oriental. Leurs nombreux concerts ont permis d'entrevoir au groupe un talent aussi multiple que ses origines. Uruguay, Australie, Angleterre et Suède, les points cardinaux de la cartographie Los Bichos donnent un bel aperçu du cocktail déluré de ces 4 londoniennes dont l'aventure commune doit beaucoup à Chicas, une compilation de musique péruvienne, à la cumbia, au rock psyché, à la pop turque des années 70, au punk, au garage. Bref, on écoute The Link is About... The Link is About Die de Los Bichos.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Westrack Radio dans l'émission Le Féminine et Féministe, le chant des sirènes. On vient d'écouter le groupe Los Bichos, The Link is About to Die, une sélection de notre sirène en chef Marie. Toujours une très belle sélection musicale, merci Marie. Tout le monde est vachement plus content quand c'est toi qui choisis les morceaux, Marie, que quand c'est moi. Hein. Ah oui. Ah oui, elle dit oui en plus. Non, quand c'est... non, Tiffany, écoute, pour tous les goûts. Non, Tiffany, tu as déjà choisi des très bons morceaux. Des fois c'est drôle et des fois c'est bien. Merci. Et donc ce soir, on est là pour discuter autour de la table avec Anne-Laure Pinault, qui est journaliste, qui participe au podcast féministe Quoi de Meuf. Et tout ce collectif de femmes vient de sortir vient de sortir, il y a quelques mois déjà, un ouvrage qui s'appelle 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Et donc, comme son nom l'indique, qui regroupe 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Alors, parfait pour l'été. Et parfait pour l'été, sur la plage avec votre summer body, ce sera parfait. Alors attention, ne vous attendez pas à une exhaustivité, impossible, à la sélection des meilleures œuvres féministes que vous pourriez sortir dans toutes les soirées mondaines. On retrouve dans cet ouvrage, illustré avec talent d'ailleurs par Yuli Dessine, l'expression de quelque chose d'assez subjectif. On ne retrouve pas un cahier des charges à travers lesquels les œuvres seraient passées à la moulinette pour savoir si elles cochaient tous les critères du féminisme. Alors oui, là c'est bon, respect des femmes, non-violence, etc. Pas du tout. Là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... En tout cas, on ressent quelque chose de beaucoup plus personnel. Alors les œuvres sont classées en 4 grandes catégories: art, cinéma, littérature et série. Et un peu à l'image du podcast que vous animez depuis quelques années, comment s'est fait la sélection, alors peut-être déjà des grandes catégories, puis surtout des œuvres que vous avez proposées. Alors déjà, les catégories, elles correspondent à ce qu'on fait dans le podcast, c'est-à-dire qu'on est dégoûté, mais on n'arrive pas à faire des sujets musique. C'est ce que j'allais dire, il manque la musique. Voilà, la musique, on n'y arrive pas. On a essayé plein de fois, mais à part les épisodes collectifs de fin d'année où on peut parler de la musique... Embaucher Marie. Ouais, je crois que... si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je crois que ça s'impose. On est nuls en musique, voilà. Mais c'est bien, ça change, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle œuvre incontournable, féministe, on parle quasiment littérature et musique. C'est toujours les deux qui viennent, quoi. Nous, on a un tropisme série, cinéma et bouquin. Mais c'est bien, ça change, justement. Et BD. Moi, ça m'a fait du bien, parce que ça change, il n'y a pas de musique, justement. Mais ouais. Et donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Et ce qu'on a fait, c'est notre petit outil de travail préféré, donc un Google Doc géant, où chacune a mis la liste de ses 30 œuvres cultes très personnelles. C'est-à-dire que le but n'était pas de se la péter. J'ai lu tout Proust, enfin, même si Proust n'est pas du tout féministe. Enfin, je suis un peu quand même. Et chacune donc mettait, évidemment, il y avait des répétitions, parce qu'on se ressemble tout un peu quand même. Et ensuite, il a fallu, c'était une réunion qui aurait pu être difficile pour une autre équipe, mais pour nous, c'était cool. On s'est divisé les œuvres, et en fait, ça s'est fait... personne s'est engueulé pour faire telle ou telle œuvre. C'était vraiment très doux, comme d'habitude, en fait. Donc on a choisi nos œuvres et puis voilà. Après on a regardé si c'était bien équilibré, parce que c'était important par exemple qu'il n'y ait pas que des blanches. Ouais. Ça c'est quand même le gros risque quand il y a une majorité de personnes blanches dans le podcast. Et donc on a fait attention à ça en particulier et aussi à ce que tout le monde se reconnaisse dans les œuvres. Donc par exemple les mères de famille, les personnes porteuses de handicap, les personnes LGBT. Voilà, le but c'est que tout le monde puisse trouver des choses et que tout le monde puisse découvrir aussi des parcours différents de leur vie. Oui, parce que c'est vrai que dans le féminisme, on a toujours tendance à citer un peu de prime abord des artistes ou des œuvres qui font appel à l'hétérosexualité, aux femmes blanches. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans ce bouquin, c'est que, en fait, déjà, je suis loin de tout connaître, mais honnêtement, je pense que j'en connaissais pas la moitié, mais vraiment presque même plus, parce que beaucoup d'œuvres liées à la culture LGBT, et à d'autres choses auxquelles je suis moins, je connais moins. Et puis aussi parfois des œuvres, je me suis dit ah oui tiens, ça je l'aurais pas mis dans le cadre d'une œuvre féministe. Tu penses à quoi par exemple ? Alors j'en ai reparlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je sais pas. Là je revois Titanic de James Cameron. Je l'ai oublié forcément. Kill Bill. Alors Kill Bill, ouais, au début, mais je me suis dit pourquoi. Ah oui, non, Magic Mike de Steven Soderbergh dans la catégorie film.
Et pourtant, oui, non, mais c'est vrai, et pourtant, mais de prime abord, je serais pas forcément allée là-dessus. Ah non, si, les Demoiselles de Rochefort, même si, après réflexion, je vois bien l'idée, voilà. C'est pareil, c'était pas l'œuvre qui me serait venue en premier. Et toi, d'ailleurs, justement, parce que tu signes pas mal d'œuvres cultes dans cet ouvrage. Quand on t'a posé la question, tout de suite, qu'est-ce qui t'est venu ? Alors, le premier qui m'est venu, c'est Caresser le velours de Sarah Waters, parce que c'est un roman qui raconte l'histoire d'amour de deux femmes dans l'Angleterre du 19e siècle. Et franchement, ce livre, ce qui me touche, c'est que c'est une lesbienne qui me l'a donné. Et elle l'avait acheté dans une librairie lesbienne de Paris. Ah oui. Et c'est un peu le genre de livre qu'on se prête, qu'on se donne quand on entre en lesbianisme. Enfin, c'est un mot un peu flippant. C'est un peu comme Carole, quoi. C'est un peu comme Carole en livre, exactement. C'est, je sais pas comment dire, c'est comme un baptême du feu. Ouais. Et c'est vrai que quand on lit ce roman, on a l'impression de se retrouver, en fait. De retrouver une culture qui nous manquait, mais on ne le savait pas qu'elle nous manquait. Enfin, d'accord. Moi, c'est ce que j'avais ressenti avec ce roman. Et ensuite, j'ai pensé à Titanic. Titanic parce que j'ai appris sur le tard, et c'est grâce à Iris Bray, qui a écrit plusieurs livres sur le cinéma et le regard féminin dans le cinéma, que ce film, en fait, ne suit que le point de vue de Kate Winslet, donc de Rose DeWitt Bukater, c'est elle qu'on suit en fait de A à Z. Elle est mariée de force à quelqu'un, elle arrive dans un bateau contre son gré, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui n'appartient pas à sa classe sociale, elle décide de transgresser toutes les lois, et la caméra se promène selon son point de vue. Elle décide de se mettre toute nue, elle décide qu'il la dessine, elle décide de perdre sa virginité. C'est quelque chose de fou, en fait. Sur le coup, quand on a vu le film, moi je l'ai vu, j'étais en 5e, j'étais allée voir 4 fois au cinéma, comme beaucoup de gens. Mais j'avais pas compris ça. Et en fait, de le comprendre à 30 ans passés, je me suis dit, mince, mais en fait, c'est pour ça que j'aimais tellement ce film. Je suis passée à côté, et c'est en lisant votre ouvrage que j'ai compris tout ça, parce que j'étais passée complètement à côté aussi. Mais oui, et ça, c'est ce que je préfère, c'est quand on apprend des trucs alors qu'on croit connaître quelque chose par cœur. Ce film, c'était ça. Complètement. J'avais noté, en effet, dans les choses qui m'étaient complètement inconnues, Caresser le velours de Sarah Waters. Pareil, dans les choses où je me serais pas forcément dit, tiens, ça pourrait être une œuvre féministe, Fifi Brin d'Acier d'Astrid Lindgren, parce que j'aimais beaucoup Fifi Brin d'Acier. Et en effet, c'est l'histoire à la fois d'une gamine, voilà, assez loufoque, enfin voilà, qui fait plein de bêtises, et aussi derrière, il y a l'histoire d'Astrid Lindgren, l'autrice, qui aussi a été une femme, voilà, un peu pas subversive, mais en tout cas un peu punk, enfin un peu qui avait un pas de côté. Et enfin voilà, on va pas pouvoir parler des. On aurait pu mettre Mimi Cracra aussi. Ouais, on y a pensé après, on s'est dit merde. Mimi Cracra était complètement. Et par rapport à tes camarades qui ont proposé d'autres œuvres, qu'est-ce qui toi t'a surpris comme choix, ou qu'est-ce que tu as découvert ? Alors Magic Mike, j'avoue que je l'avais commencé, mais j'avais pas adhéré. Du coup, je l'ai re-regardé. Et ouais, il est super cool ce film. Et puis j'adore comment Pauline en parle. Qu'est-ce que j'ai découvert que je ne... Attends, je me permets de feuilleter. Vas-y, tu peux, oui, parce qu'on a tous nos bouquins avec les petits marque-pages autour, là, mais... Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que il y a ça parle de par exemple côté série, on va retrouver des choses un peu évidentes, Orange is the New Black, Sex Education, Sex and the City, beaucoup de sexe, mais aussi des choses comme RuPaul's Drag Race, qui est une émission télé avec des drag queens qui s'affrontent dans un concours, et c'est absolument génial. Des séries comme Euphoria. Incroyable cette série, je suis obligée de le dire, je suis désolée, mais elle est tellement incroyable. On est d'accord. Si, La Revanche d'une blonde. Pareil, ça fait partie des films que j'aurais pas compris comme féministe. Du coup, c'est le 2. Parce que t'as la blonde et après t'as La Revanche d'une blonde. Ah oui, c'est le 2. Je crois que c'est ça, ouais. Et pourtant, j'adore l'actrice, Reese Witherspoon. Qu'on a vu dans pas mal de séries, et là ouais, c'est vrai qu'à le revoir j'ai fait mais oui, évidemment, la meuf elle est très badass quand même, et alors que c'est un film très populaire, quoi.
Tout le monde l'a vu. Et ce que j'aime bien aussi dans votre ouvrage, c'est qu'il y a des petites pauses, entre guillemets, avec des questions un peu plus de fond, notamment des questions sur faut-il séparer l'artiste de l'homme ? Donc là, vous développez un petit peu plus en quelques pages. Ouais, ça, c'était un podcast qu'on avait enregistré au moment où Roman Polanski avait été primé et où donc Adèle Haenel s'était levée en disant... Je me casse. Je me casse, et on peut tellement la comprendre. Ouais, et on s'était dit, il faut parler de cette question qui revient quand même tout le temps en France, en particulier. Et donc, ouais, on a fait un petit retour sur cette fameuse question. Et puis par exemple aussi un thème pour tourner autour de la pop culture, Mégère, Harpie, les mauvaises mères dans la pop culture, parce que ça c'est vrai que dans la littérature, dans les films, il y en a toujours les mauvaises mères qui apparaissent. Enfin voilà, il y a vraiment, on pourrait faire je pense 5 autres bouquins sur les 100 autres œuvres cultes. Ah, on est d'accord. Du coup on serait sur 300. Ouais, c'est ça. Même sur 1000, je pense que 1000, tu peux faire 1000. 1000 on peut. Avis aux éditeurs. Et alors, qu'un début. Enfin, éditrice, pardon. Ouais. Quel autre sujet t'as abordé, dont t'as aimé parler, tu nous parlais tout à l'heure de, j'ai oublié le nom, ça y est, du livre, Caresser le velours de Sarah Waters. Est-ce qu'il y a une autre œuvre qui était important pour toi à aborder dans cet ouvrage ? Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. T'as signé à peu près une dizaine d'œuvres, c'est ça ? Si c'était important pour moi de parler de Kill Bill, parce que ça pour le coup, je pense que c'est le premier film où je me suis dit mais peut-être que je suis féministe, alors que là où j'ai grandi, c'était un gros mot, féministe. Mais là, suivre Béatrice Kiddo massacrer tous les gens qui ont essayé de la tuer, massacrer son violeur. C'est jouissif de chez jouissif, et surtout j'avais adoré Boulevard de la Mort pour son ending qui est quand même dingue. Carrément. Quand elle écrase la tête de ce gars, on est toutes derrière elle. Et c'était important de revenir dessus. Pourquoi ? À cause de toute cette histoire de Weinstein, et qui est quand même le producteur de tous les films de Tarantino. Et donc c'était important de dire mais comment cette écriture là qui nous a parlé peut être dévoyée, peut avoir enrichi un porc comme ça. Donc voilà, c'était bien de revenir dessus en 2021, puisqu'il est sorti en 2021. Je trouve qu'il y a eu un espèce de temps de latence aussi entre Kill Bill et les nouvelles œuvres où on n'a pas pu retrouver de meufs aussi badass que dans Kill Bill. La dernière fois où j'ai ressenti un peu ce que j'ai ressenti devant Kill Bill, c'était devant Atomic Blonde. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Où on parle d'une espionne qui est jouée par Charlize Theron, si je dis pas de bêtises. Alors c'est en pleine guerre froide, avec le mur de Berlin qui va tomber, donc on est sur une Allemagne de l'Est, une Allemagne de l'Ouest. Elle c'est une espionne, mais on croit qu'elle travaille pour l'Angleterre, mais en fait elle travaille pour la Russie. Enfin c'est plein tu tombes sur le cul constamment, et tu suis un personnage hyper indépendant qui ne se laisse pas en réalité guidé par les hommes qui l'entourent, qui sont les hommes de pouvoir, et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle cache ? Et tu ne sais jamais qui elle est réellement. Et c'est incroyable ce film. Dans le prochain numéro des 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe, Tiffen, tu pourras signer pour Atomic Blonde si tu veux. Il faudrait Killing Eve aussi. Parce que Killing Eve, oui, génial. Non, mais il y en a plein. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que ces dernières années, il y a énormément d'œuvres qui sont venues enrichir tout ça. Il y aura encore beaucoup à dire. Mais du coup, toi, tu as une œuvre, Caro, par exemple, qui n'est pas dans le livre. Qui n'est pas dans le livre, non. Non, franchement. Si tu devais en choisir une œuvre, qui est dans le livre ou pas, qui t'a inspiré ? Je suis incapable de faire un choix. J'ai toujours pas choisi, Tiffen. Et toi, Marie ? Moi j'ai pas encore lu le livre, hein. Je l'ai acheté pour une amie il y a pas longtemps, sans savoir que c'était toi, que tu t'avais participé. Toujours l'excuse pour quand on achète des trucs pour soi-même. C'était pour une amie. Non, j'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais su. Il en restait qu'un à la Fnac, j'irais peut-être à la galère le choper. Moi, en œuvre, il y a évidemment le King Kong Theory de Virginie Despentes, mais je vais pas être très original. Mais non, après moi il y avait surtout en musique Kathleen Hanna ou les meufs des Riot Girls, en fait, que moi me parlaient quand j'étais ado, j'étais là, waouh, mais c'est quoi ces meufs et tout, et c'était ouf quoi de les voir. Tu vas aller les voir là ? Non, j'ai pas pu aller les voir, mais de les voir dans leur scène justement qui était vraiment très masculine et tout, dire au mec ouais vous allez derrière, maintenant c'est des filles devant, enfin c'était vraiment cool quoi de voir ça.
Et puis Vierge des Pentes, enfin moi après j'adore Marina Abramovic, mais il n'y a pas trop de rapport avec le féminisme. Même Ah bah c'est... si. Enfin je sais pas, je cherchais tout à l'heure, je disais oui. Ah, si, elle est quand même Mais super. j'adore. Ah bah oui, après c'est une femme forte et tout. Enfin il y a Madonna aussi. Mais oui, Marina Abramovic, son arme, ça m'a traversé, c'était ouf quand même, hein, elle est trop forte. On avait dit une après. Hein, Ouais, tu sais, Voilà, c'est bon, j'ai mon quota. Et toi, du coup? Moi, je disais c'est un truc un peu simple puisque c'était quelque chose de pas très conscient à l'époque, mais c'était The L Word et du coup aujourd'hui avec The L Word Génération Q, mais avec Jennifer Beals qui incarne Beth Porter, qui est clairement mon personnage préféré de toute la série, suivi par Leisha Ellie, je crois que c'est ça, qui est une chanteuse aussi, ou bassiste, enfin qui fait partie d'un duo aussi, Who Her, qui est assez incroyable. Et voilà, en vrai. C'était pas conscient. Moi, c'était juste plutôt dans la découverte de ma sexualité. Voilà. Ouais. Et en fait, quand tu prends du recul et tu fais putain, c'est une série avec que des meufs qui gèrent tellement de choses, qui en imposent tellement, qui ont des putains de personnalités, qui sont indépendantes, et tu te dis mais et qui sont dans un ghetto. Oui. Et oui, il y en a plein qui nous ont. Et c'est ça aussi que moi j'ai bien aimé retrouver dans l'ouvrage, c'est qu'à la fois, justement, quand on se pose cette question, c'est quoi ton œuvre culte ? Est-ce qu'on cherche à intellectualiser tout de suite, à se dire, ce serait quoi l'œuvre qui représenterait le féminisme ? Et en fait, c'est pas le féminisme, c'est ton féminisme. Oui. Et tout à l'heure, on en parlait un petit peu avant l'émission. C'est vrai que moi, ce qui m'a fait un peu comprendre, pas le féminisme, mais en tout cas, qui m'a fait me dire, mais oui, en fait, ça répond à plein de questions et je me sens féministe. C'est assez récent, c'est Liv Stormquist. Mais après, a posteriori, quand je regarde, quand j'étais gamine, pour moi, je défends mordicus que mon première approche du féminisme, c'était les Spice Girls. Voilà. Quand je regarde l'histoire de ma vie, c'était les Spice Girls. Et, de Spice Girls à Liv Stormquist. Si on part dans l'enfance, moi j'aurais pu citer Diams. Hein. Voilà. Parce que Diams, elle avait des super propos féministes. Hein. Je vous rappelle, durant ses interviews. D'ailleurs, elle est à Cannes en ce moment. Pour présenter, c'est t'as qu'à demander à Héloïse qui est là-bas, une de nos sirènes, de lui faire un petit autographe. Héloïse, si tu nous entends. On va devoir interrompre cette discussion pour écouter un morceau. Marie, est-ce que tu nous partages encore un petit morceau ? Avec plaisir. Je zonais du coup sur internet, sur les internets et le cloud ce matin pour chercher, et je suis tombée sur un groupe donc autrichien, parce que vous savez que je suis fan du groupe qui s'appelle Mother's Cake, donc autrichien aussi. Là, j'en ai passé dans les dernières émissions, mais là du coup c'est une rencontre musicale extraordinaire. Donc le jeune groupe a été fondé par Yves, connu comme le leader de Mother's Cake, le chanteur, Pia, bassiste et chanteuse de Giant Hunter, pardon. Je suis vraiment nulle en anglais. Ebouttoudi. L'Islandais Alex, bassiste de The Vintage Caravan, et le jeune batteur dynamique Kejan Tan. Et du coup, le groupe s'appelle Blitz Pop. Alors attends, je prends mes notes parce que c'est carrément ouf comme groupe. C'est un projet qui se limite pas seulement à la musique, hein, mais ça repose aussi sur une philosophie de vie qui combine bien les perspectives sociales d'aujourd'hui et jette aussi un nouvel ancrage dans le bassin rock and roll. Les propres compositions des musiciens sont également basées sur un son simple qui rappelle fortement Dead Weather ou encore Nirvana, mais se distingue par sa forte je n'y arrive plus. Individualité. Oh là là là. Et on écoute le morceau All the Pain is Real de Blitz Pop.
Vous êtes toujours sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, votre émission féminine féministe préférée de Westrack, la seule. Et de l'univers. Et de l'univers. Et ce soir, on est autour des micros pour parler d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Et on est très contente d'accueillir Anne-Laure Pinault, une des participantes, une des camarades qui réalise le podcast Quad Meuf, dont est né cet ouvrage et du coup qui est venu ce soir nous parler de ces œuvres cultes à connaître quand on est féministe. Alors quand on est féministe, donc des œuvres cultes qui nous sont propres et qu'on a envie de partager et voilà, c'est super parce que en quelques pages on découvre des nouvelles séries, des nouveaux films, des nouveaux livres à les lire, à les regarder. Et voilà, ça déconstruit des choses. Enfin voilà, comme d'habitude, on apprend parce que quand on est féministe, on apprend et on est... Voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives. Exactement. Et bien aujourd'hui, on est un jour particulier, au-delà du fait d'accueillir Anne-Laure avec nous ce soir. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Voilà, actualité. Sans transition. Sans transition totale. T'as pas vu les magnifiques affiches en ville pour la journée de l'Europe avec un joli drapeau européen? Non, parce que je travaillais pas aujourd'hui, donc je suis pas passée en ville. Je suis restée chez moi. Et donc c'est la journée de l'Europe et Pierrette qui n'est pas avec nous ce soir, on salue Pierrette, animatrice sirène qui participe au Chant des Sirènes régulièrement également, avait envie de parler justement de l'Europe puisque c'est un sujet qui lui parle beaucoup, donc elle n'a pas pu être avec nous ce soir mais elle tenait quand même à enregistrer une chronique, donc on va vous la diffuser, on se retrouve juste après. Bonsoir chères sirènes, bonsoir chères auditrices et auditeurs. Je ne peux pas être présente en studio ce soir, mais ce 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et avant d'arriver au Havre, j'ai travaillé pendant plus de 13 ans à Bruxelles pour faire avancer les droits des femmes dans l'Union européenne, au sein de plusieurs associations féministes européennes, et je voulais donc vous envoyer cette chronique sur les femmes et l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on entend beaucoup de critiques sur l'Union européenne, et surtout récemment, pendant les élections présidentielles, mais quand on s'intéresse aux droits des femmes, on constate que l'Union européenne a permis de faire avancer l'égalité dans certains domaines. Dès 1957, dès la création de la Communauté économique européenne, qui est devenue ensuite l'Union européenne, le traité de Rome consacre l'égalité femmes-hommes comme une valeur fondamentale du projet européen. Alors oui, même si l'égalité femmes-hommes est inscrite dans le traité européen, dans la Charte européenne des droits fondamentaux, elle n'est pas encore une réalité. Et oui encore, on le sait, cela ne va jamais aussi vite qu'on le souhaite. Mon propos n'est pas ici de faire un plaidoyer pour l'Union européenne en tant que telle, mais juste de donner des informations intéressantes qui permettent de nuancer les opinions tranchées. Tant même si la construction européenne n'est pas parfaite, la réalité est que lorsque des lois européennes, qui s'appellent des directives, sont adoptées, elles s'appliquent à tous les États membres et il peut y avoir des sanctions pour les pays qui ne les respectent pas. Ce qui nous arrange bien, nous, féministes, quand ces lois ont une dimension féministe. Si les directives sont adoptées par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les gouvernements des 27 États, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des actions, des manifestations, des stratégies de plaidoyer ancrées dans la réalité de terrain, des féministes qui ont alerté, des militantes qui ont témoigné, des femmes politiques qui ont entendu, des discussions acharnées, beaucoup d'échecs, mais parfois des victoires historiques. Ainsi, aujourd'hui, plusieurs directives imposent l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Égalité salariale, égalité d'accès aux emplois et la formation, égalité dans la promotion professionnelle, égalité des conditions de travail, égalité d'accès à la sécurité sociale, interdiction du harcèlement sexuel au travail et des mesures harmonisées sur les questions de conciliation vie familiale, vie professionnelle, dont font partie le congé de maternité, de paternité et le congé parental. Toutes ces avancées viennent en partie d'un événement historique de 1966 qui a eu lieu en Belgique. En 1966, les ouvrières de la Fabrique nationale d'armes de guerre, l'AFN, comme l'appelaient et l'appellent encore les Belges, mais rien à voir avec un quelconque parti politique, se mettent en grève pour réclamer à travail égal, salaire égal. Dans les autres pays européens, les manifestations de solidarité se multiplient, des délégations d'organisations féminines, syndicales, féministes viennent prêter main forte de France, d'Italie, des Pays-Bas. Le 1er mai 1966 s'organise sur fond d'une grève européenne des femmes. Surtout, les grévistes ont recours à l'article du traité européen qui préconise l'égalité salariale et leur combat devient européen. C'est ainsi que les directives dont j'ai parlé sont votées au cours des 60 dernières années.
Vous me direz, ce n'est pas parce que ces principes sont dans les textes européens qu'ils sont appliqués. Je sais, c'est pareil au niveau des États comme ici en France. Mais quand une directive européenne est adoptée, les pays membres de l'Union européenne sont obligés de la transposer dans leur droit national, c'est-à-dire d'amender leur droit national pour obtenir le résultat demandé par la directive. C'est ainsi que grâce à des directives européennes, des États ont été obligés de faire avancer l'égalité femmes-hommes. Je vous donne un exemple très récent, le congé de paternité. Depuis 2019, une directive fixe le minimum à 10 jours. Et les États membres ont jusqu'au 2 août 2022, c'est très précis, et c'est très bientôt, pour transposer ces mesures dans leur droit national. Cela veut dire que les États qui n'avaient pas encore de congé paternité devront en mettre un en place, à savoir la Slovaquie, la Croatie, l'Autriche ou l'Allemagne. L'Allemagne a un congé parental, mais seulement 27% des hommes le prennent. Donner un congé spécialement pour les pères est important pour donner un signal clair sur une parentalité partagée. Même si les directives imposent un minimum et laissent la possibilité aux États de faire mieux, certains se cantonnent au minimum, histoire d'être juste en règle et de ne pas aller trop vite dans l'égalité. On a quand même fait beaucoup en 60 ans, faudrait pas rattraper trop vite ces millénaires de sexisme. C'est le cas de 6 États aujourd'hui. Alors 6 sur 27, ça reste beaucoup. Et donc pour ne pas les nommer, Malte, les Pays-Bas, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie et la République tchèque. En France, on est passé l'année dernière de 11 à 25 jours, précédé par un congé naissance de 3 jours. On se rapproche donc un peu des pays les plus avancés, qui sont l'Espagne et la Finlande, qui affichent les congés paternité les plus longs de l'UE, accordant respectivement 84 jours calendaires pour l'Espagne et 54 jours travaillés pour la Finlande. Un autre exemple, quand j'étais au lobby européen des femmes, nous voulions une directive qui aurait condamné toutes les formes de violence contre les femmes. Or, l'Union européenne n'a pas compétence dans tous les domaines de la vie. Les États, lors des négociations sur les différents traités, décident ensemble des domaines dans lesquels l'Union européenne pourrait légiférer et ceux qu'ils veulent garder pour eux. Ainsi, l'Union européenne a compétence dans le domaine du travail. C'était d'ailleurs son objectif initial après la Deuxième Guerre mondiale, créer la paix au travers des relations économiques entre les États. À partir de cet objectif économique, d'autres principes sont devenus fondamentaux en Europe, par exemple la libre circulation des travailleurs et des travailleuses. Et c'est ce principe qui a été utilisé en 2011 pour proposer une mesure liée aux violences conjugales. Un groupe de 12 États a proposé une directive qui permet à une femme victime de violences conjugales de se déplacer dans un autre pays de l'Union européenne tout en continuant d'être protégée par l'ordre de protection dont elle bénéficie. En France, cela s'appelle une ordonnance de protection et cela peut consister en l'interdiction pour l'agresseur d'aller dans certains lieux, de voir certaines personnes, de s'approcher à une certaine distance de la femme victime, etc. Donc aujourd'hui, si une femme est victime de violence ou de harcèlement et qu'elle bénéficie d'une protection, elle peut garder cette protection dans un autre pays européen, car les autorités de son pays sont obligées, à sa demande, de la protéger au même niveau que dans son pays d'origine. Cela permet d'éviter qu'une femme perde sa protection si elle déménage dans un pays qui n'a pas de mesures aussi protectrices. Alors ça n'a pas permis d'harmoniser le contenu des ordonnances de protection en Europe, car la base légale n'a pas encore été complètement validée, mais c'est un premier pas. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les directives européennes ou des engagements collectifs pris par les États et qui contribuent à avancer vers l'égalité, à petits pas pour beaucoup, mais elles ont le mérite d'exister et d'obliger 27 États à discuter des droits des femmes, ce n'est pas rien. Parmi les domaines dans lesquels l'Union européenne n'a pas autorisation de légiférer, on retrouve le droit à l'avortement. Oh bah quelle surprise! Dans ce domaine, les États gardent leur mainmise, malgré des campagnes d'associations féministes pour demander une loi européenne qui dépénaliserait l'avortement dans les 27 États. Je parle de dépénalisation, car on a encore la chance en Europe d'avoir une très grande majorité d'États qui donnent le droit aux femmes de choisir. Et s'il y avait une discussion européenne sur le droit à l'avortement aujourd'hui, il y aurait une majorité progressive sur ce sujet, même s'il y a des attaques partout. Pensez ce soir pour les femmes des États-Unis, dont le droit de choisir est mis en danger. Et oui, merci Pierrette de nous avoir rappelé un petit peu le contexte historique des droits des femmes en Europe, en cette journée de l'Europe. Voilà, c'est une constitution de notre culture, notre histoire très importante et c'était très complet. Merci beaucoup Pierrette. Et comme elle le rappelait en fin de chronique et comme on en parlait en tout début d'émission, en effet, voilà, on va beaucoup suivre cette histoire du droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis. On en reparlera dans d'autres émissions. Et donc, pour finir cette chronique,
Oui, Marie. Ouais, non, je voulais juste dire, parce qu'il y a quelques événements là qui vont avoir lieu ce week-end et le week-end prochain. Donc ce week-end, il y a à Gros-Ménil, le festival Gros-Ménil dans tous ses états, donc qui est plutôt dédié à la permaculture et tout ça. Il y a plein de trucs pour les enfants. Donc c'est à Gros-Ménil samedi et dimanche de 10h à 18h. Et surtout, pour les gens qui aiment le rock, n'oubliez pas, la semaine prochaine, donc le 20 et 21, le festival Fall Weather, organisé par Fake Live, et ça va être super. Tu parlais du week-end prochain, il y a aussi la rue aux enfants, du coup, pour tous à Bléville, et puis Westra qui sera dès 14h, hein, voilà, je vous le dis, donc plein d'activités pour les enfants. Et petite chose aussi, il y a Soleil Vert, un petit restaurant vegan qui est ouvert il n'y a pas longtemps, et ce soir avait lieu du coup aussi le vernissage de l'exposition de Frix qu'on a pu recevoir au Chant des Sirènes, donc n'hésitez pas, elle a carrément... si elle l'a fini, en tout cas, il y a toute une fresque qu'elle a mis en place, et puis il y aura de ses dessins et de ses bandes dessinées aussi sur place. Voilà, au restaurant de Chani, une ancienne aussi sirène. Exactement. On lui fait des bisous. Anne-Laure, si tu as une actualité à nous partager, un moment promo, n'hésite pas parce que c'est le moment. Achetez mon livre. Merde. Non, dans le prochain Quoi de Meuf, on va parler de Marilyn Monroe. Voilà. Ah, super. Il y a un documentaire sur Netflix que je vous recommande. C'est ça l'actu. Voilà, ok, voilà. Bah, je vous laisserai en parler dans Quoi de Meuf alors, parce que je vais les regarder. Je ne partagerai pas mon avis ce soir. Merci beaucoup Anne-Laure de nous avoir rejoints. Merci bien. J'espère qu'on te retrouvera peut-être prochainement autour du micro Avec du Chant plaisir. des Sirènes. Bah oui, Voilà. maintenant que tu vas Maintenant que pouvoir t'es à devenir une petite sirène comme Voilà. nous. Avec plaisir. Peut-être. En tout cas, vous pouvez retrouver 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe, donc un ouvrage collectif de Quoi de Meuf. Vous pouvez le retrouver à la Galerne. Je sais pas si on peut encore le trouver à la librairie Les 400 coups. On peut le trouver encore au 400 coups, il Voilà. en reste quelques-uns. Voilà, librairie jeunesse qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et puis après, partout où vous voulez. Avant de se quitter, on va se quitter avec un dernier morceau. Alors là, c'est une sélection musicale de Pierrette qui, dans la continuité de la chronique du sujet qu'elle vient d'aborder sur l'Europe, elle voulait, pour terminer cette chronique, et du coup on va terminer l'émission là-dessus, nous partager une chanson qui a été créée en 2013 par son ancienne collègue Marianne, qui travaillait avec elle au lobby européen des femmes. Donc cette chanson Rise Up Stand Up, une chanson pour les femmes pour se mobiliser collectivement contre les violences. Une chanson qui avait d'ailleurs donné lieu à un flash mob à Bruxelles pour la première édition de One Billion Rising, une manifestation mondiale lancée par Eve Ensler, l'autrice des monologues du vagin, et qui consiste à organiser des actions dans l'espace public tous les 14 février, la journée en V pour victoire ou vagina, vagin, et surtout pas Valentin. Donc on va écouter Rise Up Stand Up du lobby européen des femmes, et on se retrouve dans 15 jours. Le Marie. 23 mai, ouais, pour une émission Retour à la Terre. Voilà, encore un beau sujet à venir. Ouais. Et ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore Anne-Laure d'être venue nous voir. Merci. Merci les sirènes. Et puis bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée. Caro. Voilà, et profitez de la vie. Hein. Voilà. Et Rise and Stand Up du lobby européen des femmes. Salut. Have something that they want to say. We'll shout it out until they're heard. We'll sing and dance and spread the word. No woman in this world should have to cry. No woman in this world should have to die. Rise up, stand up. Everybody sings together. Rise up, stand up. Mothers, sisters, and daughters. 1 billion women have had enough of all the violence, rape and hurt. We'll shout it out until they're heard. We'll break the silence and spread the word. A world where women will all be free. A world where women have respect and dignity.
together.